Bonjour à tous, merci d'être venus à la bibliothèque de l'École des Mines de Paris PSL pour une rencontre avec Pierre-Noël Giraud, que je vais présenter brièvement. Alors Pierre-Noël est professeur émérite à notre école. Je crois savoir qu'il a été créateur et directeur du Centre d'économie, le CERNA. Il est professeur également à l'Université Paris-Dauphine et à l'Université Mohamed VI. Alors, je suis personnellement particulièrement heureux de recevoir aujourd'hui Pierre-Noël autour d'un très beau livre qui reprend une vieille idée antique qui est celle du pain et des jeux. Et cette idée, de revoir cette idée antique qui revient hanter le débat contemporain est quelque chose qui m'a énormément séduit personnellement. Et je laisserai Pierre-Noël développer, mais aussi autour de quelque chose qui nous concerne tous, qui est le temps et sa rareté. Donc pour ce qui est de cette rencontre, très rapidement, ce que je vous propose, c'est de faire une quarantaine à peu près de minutes d'échange, peut-être un peu moins, suivi d'une discussion libre et ouverte avec la salle. Et à ce moment-là, on prendra également des questions des personnes qui se trouvent à distance et que je remercie. Alors Pierre-Noël, donc du pain et des jeux. Alors présentez-nous en quelques mots votre ouvrage. Il s'appelle Du pain et des jeux parce que Du pain et des jeux désigne un scénario de société vers laquelle nous allons tout droit. Et je dois dire que quand j'ai écrit le scénario, il y a plus de 2 ans, je ne me doutais pas à quel point nous nous y précipiterions aussi vite. C'est un scénario dans lequel, en référence en effet à la Rome antique, il y a de plus en plus d'hommes et de femmes économiquement inutiles, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à vivre en s'insérant dans les marchés du travail, et à qui l'État doit donner du pain. Il y a aussi de plus en plus de gens qui, même s'ils gagnent leur vie correctement, ont de plus en plus de loisirs et par conséquent les inutiles et ceux qui ont de plus en plus de loisirs, il faut aussi leur donner des jeux. Et ce sont les plateformes numériques qui pour l'essentiel le font. Dans ce scénario de plus, pourquoi il est catastrophique? Parce que l'État français, en France, perd tout moyen d'agir sur l'économie. En effet, ces moyens ne peuvent exister pour un pays comme la France qu'à l'intérieur d'une Europe renforcée même par rapport à ce qu'elle est maintenant. Il faut que, pour éviter ce scénario, que l'État ait les moyens d'intervenir sur les acteurs privés, de les réglementer ou de les inciter, d'intervenir naturellement pour faire en sorte que la croissance devienne soutenable, voire d'intervenir sur les inégalités. Dans le scénario catastrophe, explicitement, je dis que l'extrême droite arrive au pouvoir, ce qui malheureusement n'est pas exclu, et que sa politique européenne et sa politique intérieure vont nous faire entrer directement dans ce scénario du pain et des jeux. Alors, évidemment, je développe un autre scénario souhaitable à mes yeux, mais là, je me passe dans une temporalité différente. Disons, dans les 30 ans qui viennent, si les conditions étatiques et politiques étaient à nouveau réunies, que pourrions-nous faire pour relever 3 grands défis, qui sont l'ensemble des défis environnementaux, la maîtrise de la révolution informatique, de l'intelligence artificielle en particulier, et la réduction des inégalités. Alors, je ne suis pas le seul à parler de ces défis, bien évidemment. L'originalité de mon livre, c'est d'aborder ces questions à travers la question des usages du temps. En effet, l'origine de ce livre, c'est la conviction que j'ai eue, que chacun devrait avoir, que la seule ressource rare pour nous, les hommes, c'est le temps. C'est à la fois vrai au plan collectif
Et c'est vrai au plan individuel. Et même cette question des usages du temps, ça permet de faire un lien assez direct entre les comportements individuels que faisons-nous, chacun de notre temps, et les comportements collectifs. Ça donne quoi comme occupation de l'ensemble de la société? Donc, j'aborde les questions environnementales, la maîtrise de la révolution informatique et les inégalités en termes de temps. Alors, pour faire très court, pour moi, la nature n'est pas rare. Je l'ai dit, la seule ressource rare, c'est le temps. Si nous détruisons la nature aujourd'hui, et nous le faisons, c'est parce que nous n'y consacrons pas assez de temps, assez de soins, assez de temps, collectivement. La maîtrise de la révolution informatique, c'est aussi une affaire de temps, mais de façon différente. Les plateformes sont parties à l'assaut de notre temps de cerveau disponible. Et à travers leurs algorithmes, elles nous manipulent, elles manipulent notre temps d'attention, elles le captent avec des objectifs commerciaux, et donc elles réduisent notre liberté à faire un usage éventuellement plus intéressant de notre temps que de passer des heures sur TikTok ou les réseaux sociaux. Bon, j'ajoute que je trouve que la révolution informatique est absolument formidable, précisément par le temps qu'elle nous fait gagner dans énormément de tâches. Mais en même temps, la façon dont aujourd'hui les plateformes partent à l'assaut de notre temps de cerveau disponible et donc nous ferment l'accès à des usages de notre temps, ressources rares, qui pourraient être beaucoup plus gratifiants pour nous et socialement utiles, pose un problème. Et enfin, les inégalités. Bon, il y a les inégalités de revenus, il y a les inégalités de patrimoine qui sont croissantes, plus encore que celles de revenus. Moi, je mets l'accent, déjà depuis mon dernier livre, L'homme inutile, sur les inégalités d'accès. C'est-à-dire l'inégalité d'accès à la santé, à l'éducation, à la formation, aux autres, aux bons réseaux, aux bonnes écoles, je l'ai dit, à la ville. Voilà. Ce sont ces inégalités d'accès qui sont, à mes yeux, les plus fondamentales. Et ultimement, la liberté pour chacun d'avoir accès aux usages de son temps qui lui paraissent les plus intéressantes à ses yeux. Voilà. Donc voilà comment je traite ces trois questions, articulées entre elles, mais à travers cette entrée par les usages du temps. Et c'est vrai, merci beaucoup. C'est vrai que quand on commence à aborder votre ouvrage, il y a quelque chose qui, moi, m'a beaucoup frappé, c'est que c'est un ouvrage qui effectivement est ambitieux, qui aborde une grande diversité de sujets, tous nos sujets contemporains, vous en avez parlé, TikTok, mais il y a aussi des développements autour de la question de la fiscalité, y compris dans ces derniers raffinements, la question du numérique, etc. Mais si jamais je devais essayer de résumer un peu à l'os la démarche qui structure la thèse, et pour en revenir à cette idée du temps, moi, il me semble que ce que vous proposez, c'est une ingénierie autour du temps. Et vous l'avez bien dit, effectivement, autour de deux questions, qui est le temps. Le temps, ça se quantifie, ça se gagne, ça se répartit. Hein. On répartit notre temps en fonction de différents usages, mais aussi une dimension qualitative du temps. Et cette dimension, alors peut-être par formation personnelle aussi, mais cette dimension qualitative, cette dimension personnelle, j'aimerais que vous nous en parliez un peu plus, parce que de ce que j'ai compris, elle se déploie, vous l'avez dit, beaucoup autour de la question du soin. Alors, par exemple, première question, pourquoi plus le soin que d'autres formes que la doxa avance souvent plus volontiers?
la spiritualité, les arts, etc., ce genre de choses. En quoi le soin vous paraît être un marqueur de la qualité du temps spécifique aujourd'hui? Bon, en fait, avant de m'interroger sur le temps individuel, je m'interroge d'abord sur le temps collectif. Que faisons-nous collectivement de notre temps aujourd'hui? Et je me demande, que devrions-nous faire à l'avenir, et là je répète, dans les 30 ans qui viennent de notre temps, si nous voulions aborder sérieusement les problèmes que j'ai évoqués. Alors je pense qu'il va falloir opérer un double basculement, oui, un double déversement. Déversement, c'est un terme de Sauvy pour désigner le fait que l'emploi passe massivement d'un secteur d'activité à un autre. Par exemple, le déversement des emplois agricoles dans l'industrie et les services. Bon. Donc, je pense qu'il va falloir consacrer beaucoup plus de temps aux soins des milieux naturels et pour d'autres raisons aux soins des autres, des personnes âgées, mais des enfants, puisqu'il y a un énorme travail d'éducation à faire et de formation. Je me permets de vous couper parce que parmi toutes les transitions, également, vous abordez également une dont on parle très peu mais qui est assez fondamentale, c'est la transition démographique. Oui, absolument. Oui, c'est clair, je pense que pas assez de gens en sont conscients. On est devant un tournant anthropologique majeur pour l'humanité. Jusqu'ici, depuis le Paléolithique supérieur, l'humanité n'a fait que croître en nombre. Or, cette croissance va s'arrêter. Elle va s'arrêter à la fin du siècle. Et au début du siècle suivant, le 22e, l'humanité va commencer à décroître partout, y compris en Afrique. Elle aura beaucoup augmenté en Afrique, qui va devenir un géant démographique, d'où le fait que l'émergence soutenable de l'Afrique est vraiment le grand défi du siècle. Finalement, les questions que nous abordons aujourd'hui, les questions environnementales, même les questions de pillage du temps par les plateformes, voire même les questions d'inégalité, ce sont des questions de ce siècle. Après, ce sera quand même très différent. Dans notre rapport à la nature, on sera moins nombreux et techniquement beaucoup plus avancés. Dans notre rapport au temps de loisirs, etc., les choses changeront fondamentalement. Mais je répète, je parle des 20 ans, des 30 ans qui viennent. Donc, je reviens à ces questions d'activité de soins. Donc, plus de temps pour la nature, pour produire de la nourriture saine en respectant les milieux, probablement plus de paysans. Voilà. Le bilan est difficile à faire parce que d'un côté, si on mange moins de viande, il y aura moins d'agriculteurs qui feront de l'élevage, on utilisera moins de surface pour nourrir les animaux, mais on continuera à manger de la viande. Mais en même temps, si on veut une agriculture bio et protectrice, réparatrice même de la nature, il faut sans doute plus de paysans. Il va falloir beaucoup plus de temps pour produire de l'énergie décarbonée. Si ce n'était pas le cas, elle serait moins chère et on l'utiliserait déjà. Mais même, je pense que même si nous adoptons des modes de consommation des objets matériels et des services sobres, pour avoir des objets, des voitures ou des smartphones ou de l'équipement de la maison, voire des maisons qui soient d'usage très long, pas d'obsolescence programmée, réparables, entièrement recyclables. Initialement, pour fabriquer ces artefacts, il va falloir plus de temps. Vous voyez, l'isolation thermique des bâtiments, ça prend du temps. Ensuite, on consommera moins, mais dans un premier temps, il va falloir travailler plus. Bref, je suis persuadé que il va nous falloir collectivement consacrer plus de temps à ce genre d'activité qu'on qualifie généralement de soins, à la nature, aux autres. Mais le deuxième grand basculement, c'est que les activités de soins sont des activités économiques particulières, parce que la relation y est primordiale, la relation médecin-malade. Bon.
la relation du paysan avec la nature. Bon. Et dans un cadre privé où les acteurs sont motivés essentiellement par le profit, la relation souffre toujours. On voit bien ce qui se passe dans certains EHPAD privés, par exemple, où le profit conduit à réduire le personnel au détriment des patients. Bon. Donc le deuxième basculement, c'est en fait un déplacement des frontières entre le secteur public, qui cherche à rendre des services de soins, et le secteur privé qui s'occupe du reste. C'est pourquoi je dis qu'il faut cantonner les avides. Les avides, c'est ceux qui sont mus par la recherche du profit uniquement. Les cantonner à des activités, je ne suis pas pour l'étatisation de l'économie, pas du tout, à des activités innovantes, mais qui n'ont pas d'effet négatif sur les autres ou qui ne dégradent pas fortement les relations qu'ils organisent. Oui, parce que ça, c'est aussi un point important, me semble-t-il, et vous me démentirez, du livre, c'est qu'il ne s'agit pas pour vous de décrire une économie, une économie au sens d'allocation des ressources et production de biens la plus optimale, la meilleure, etc. Mais c'est plutôt des économies, pratiquement au sens premier du terme des oikos, qui se structurent autour de ces différents temps. C'est-à-dire qu'à côté de ce temps de production de biens, il existe toujours un temps de production de services qui, lui, continue, et de marchandises, qui, lui, continue d'être plus ou moins, correspondre plus ou moins à ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, mais je ne reprends pas la distinction bien, artefact, service, parce qu'en fait, la consommation d'un bien est toujours la consommation simultanée d'énormément de services associés à lui. Donc il y a des biens-services, en fait. Non, la distinction, c'est produire un bien-service de type smartphone. Alors je dis qu'il faudrait qu'il n'y ait pas d'obsolescence programmée, qu'il soit durable, qu'il soit recyclable, etc. Mais bon, on peut laisser ça au secteur privé, vous voyez, parce que c'est un ensemble de biens-services dont les qualités, a priori, sont connues, etc. Dans un hôpital, ou dans l'aide à domicile des personnes âgées, la relation est vraiment primordiale. Et moi, on peut constater que l'introduction d'une contrainte de profit à tout prix dans ce genre d'activité dégrade la relation, dégrade le bien-service. Il y a toujours des biens-services. Bon. Et donc, il faut qu'il y ait deux parties dans la société, mais c'est déjà le cas. Le public et le privé, quoi. Mais pour le public, je le dis, je ne suis pas étatique absolument. Produire du soin ou des biens et services publics, ça peut être fait par des ONG, ça peut être fait par des organisations de bénévoles, incité par l'État. Et si l'État sous-traite une bonne partie de ses activités tout en les finançant à la société civile, par exemple, ça a l'intérêt d'introduire ce qui est normalement un avantage de la compétition capitaliste, c'est-à-dire l'émulation. Ouais, on peut imaginer deux ONG ou plusieurs ONG qui rendent sur un cahier des charges publiques le même service, des services de santé, des services d'éducation, mais qui sont mises en compétition entre elles sur un contrat de 4 ans et à l'issue de ce contrat, qui sont en partie subventionnés, à l'issue de ce contrat, on garde la meilleure. Bon. Donc je crois, de manière générale, que pour opérer ce basculement à la fois dans les usages du temps et dans les types de relations à l'intérieur des relations de travail, il faut compter beaucoup sur la société civile et les ONG. C'est la même chose pour contrôler le web. Le web, il est créé par les gens. C'est assez nouveau. C'est normalement sur les entreprises qui créent des biens-services et qui les vendent aux gens. Non, pas du tout. Le web, c'est les gens qui font des contenus et la plateforme qui les distribue, les trie et les distribue. Ils font que ça. Bon. Il y a les problèmes que tout le monde connaît, de la modération des contenus, de l'identification des fraudeurs, des fake news, tout ça.
Là encore, les internautes eux-mêmes, en s'organisant, et la révolution informatique leur permet de le faire, peuvent faire un peu les gendarmes du web, s'organiser pour le contrôler aussi. Ce n'est pas seulement une question étatique, si vous voulez, de réglementation. Et alors, pour en revenir aux usages individuels du temps, qui était votre question initiale, bon, moi je ne dis pas qu'est-ce qui est mieux, jouer du violon ou faire du jardinage ou travailler quand on a un travail passionnant ou faire la cuisine chez soi. Ça, c'est une question individuelle. Je fais l'hypothèse que, comme vous l'avez dit, les différents usages du temps ont pour chacun une valeur intrinsèque. Certains ont une valeur marchande. Votre temps de travail, vous êtes rémunéré. D'autres peuvent avoir une valeur marchande, mais vous préférez le faire faire. Vous pouvez aimer faire les courses sur le marché, choisir vos produits. Vous pouvez vous faire livrer et payer quelqu'un. Ça, c'est le travail, disons, domestique. Et puis, il y a le temps de loisir, où, a priori, ça vous coûte quelque chose d'acheter les biens-services qu'il faut pour exercer votre loisir, hein, votre abonnement Internet ou vos chaussures de sport pour faire de la randonnée. Mais bon, c'est du temps que vous utilisez parce qu'il a une valeur intrinsèque importante pour vous. Alors, si vous voulez voir mon idéal de justice, et ça a à voir avec les inégalités d'accès, c'est que chacun d'entre nous ait accès le plus facilement possible aux usages de son temps qui sont les plus valorisés à ses yeux. Quelqu'un qui est un malade de travail et qui est passionné par son boulot, très bien, qui travaille 60 heures par semaine, au détriment de son temps de loisir, de son temps domestique, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, très bien. Mais quelqu'un qui ne veut pas, quelqu'un qui, dans son travail, considère que ce n'est pas très intéressant, que la vraie vie est ailleurs, il doit pouvoir maximiser son temps domestique et son temps de loisir. C'est pour ça que parmi les mesures économiques que je propose, je pense qu'il faut aller vers, non pas un revenu universel inconditionnel, parce que je pense qu'il y a trop de choses à faire. Donc, il n'est pas encore temps de payer des gens à ne rien faire. Je ne suis pas contre le principe, mais je dis non, il y a trop de choses à faire. Donc, non pas un revenu universel inconditionnel, mais un revenu de base qui soit nettement plus élevé que le RU actuel, qui soit de l'ordre du SMIC actuel, si vous voulez, mais en travaillant 17 heures par semaine, la moitié du SMIC. Donc en 20 ans, on peut parfaitement y aller en augmentant monétairement le SMIC, ce que je suppose qu'une Europe puissance pourrait faire. Ça pourrait redevenir une variable de la politique économique, les bas salaires, mais aussi en produisant des biens-services d'entrée de gamme qui soient moins chers. Ce que j'évoquais tout à l'heure, ces biens durables, recyclables, etc., ils vont finir par être moins chers quand même, parce qu'on en utilisera moins. Bon. Et donc ça, la baisse du prix des biens de base qui permettent d'avoir un niveau de vie correct, plus la hausse des bas salaires monétaires, devrait permettre, d'ici une vingtaine d'années, à mon avis, à tous ceux qui le souhaitent, de travailler 17 heures par semaine, 2 jours par semaine, et le reste du temps, ben, comme ils veulent, soit des loisirs, soit des activités bénévoles dans le cadre des ONG que j'évoquais tout à l'heure, où vous êtes utile socialement. Voilà. Donc c'est un idéal un peu individualiste, j'assume, un idéal d'une société individualiste, et qui est le critère de justice que j'utilise. Alors, en quoi ça a à voir avec l'environnement, ce critère de justice? C'est que ça suppose de laisser aux générations futures la liberté de choisir les usages de leur temps. Et si on détruit la planète, on réduit leur liberté. Voilà. Et donc là, ce critère, laisser aux gens la liberté maximum d'usage de leur temps, suppose de ne pas détruire la planète. Vous voyez, tout ça est lié. C'est la raison pour laquelle il faut éviter de franchir des seuils d'irréversibilité dans le domaine de la nature que nous franchissons aujourd'hui allègrement. Il y a moins d'irréversibles dans le numérique. Hein. Il y a moins d'irréversibles. C'est sûr que
le déploiement de l'intelligence artificielle va modifier nos processus cognitifs. C'est certain. Comme l'imprimerie l'a fait, comme avant l'invention de l'écriture l'a fait. Avec l'invention de l'écriture, la transmission orale des grandes épopées, comme l'Homère, d'Homère, a cessé. Avec l'imprimerie, l'art de la calligraphie, de l'établissement très minutieux des textes a cessé. Donc là, avec le numérique, nous allons perdre un certain nombre de fonctions positives, en acquérir d'autres. Tout ça tourne autour de l'attention. Fondamentalement, on va mobiliser notre attention de façon sans doute assez différente. Bon, mais ça, c'est de l'irréversible, mais bon, on n'y peut rien. En revanche, le seul véritable irréversible, c'est l'usage excessif des écrans par les enfants. C'est bien reconnu aujourd'hui, parce que là, ça transforme leur propre processus cognitif au-delà de la moyenne de la population, et donc ça peut les défavoriser gravement dans leur vie. Encore une fois, ça leur retire une liberté. Oui, c'est ça. Alors, donc chacun aura compris qu'avec Pierre-Noël Giraud, nous sommes à la veille de révolution, parce que c'est quand même un changement de modèle de société, mais admettons que si jamais demain ou après-demain, un responsable politique vienne vous voir et vous demande, écoutez, monsieur Giraud, j'ai lu votre livre, je suis tout à fait convaincu, mais vous comprenez quand même, il y a beaucoup de choses à faire. Quelles seraient les 2-3 premières mesures que vous conseilleriez de mettre en œuvre pour commencer à tendre vers ce type de société que vous souhaitez? Ce que je propose n'est pas un programme de gouvernement. Vous voyez, je l'ai dit, j'appelle ça un plan général d'action. Ce vers quoi il faudrait aller. Dès maintenant, entreprendre ce basculement des usages du temps collectif vers les activités de soins, avec le changement de gouvernance, comme on dit aujourd'hui, que ça suppose, et toutes les conséquences fiscales de ça. Bon. Ensuite, permettre cette liberté que j'ai dite à ceux qui le souhaitent, en travaillant 2 jours par semaine, de façon salariée, enfin de façon rémunérée, de vivre sobrement et de consacrer leur temps à autre chose, soit des activités socialement utiles dans le cadre du bénévolat, soit tout simplement leur propre loisir, la culture, ce qui les intéresse. Voilà, mais vous voyez, ce sont des directions, des plans d'action généraux. Ce n'est pas un programme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le programme, ça consisterait d'abord et avant tout à établir les conditions politiques de ce que je propose. Elles ne sont pas réunies. Les conditions politiques, c'est un État fort dans une Europe puissance et des partis politiques qui endossent plus ou moins ce programme. Voilà. On n'en est pas là. Donc, ce serait un petit peu, pour le coup, utopique d'être détaillé, de faire un programme de gouvernement. Voilà. Alors que ce que je propose à 30 ans, et si les conditions à la fois politiques et étatiques sont réunies, c'est ce vers quoi il faudrait aller. Voilà, dans les grandes lignes. Pour ce qui est de la nature, par exemple, j'ai une analyse un peu différente de la plupart que j'ai pu lire, parce que je pense que généralement on dit qu'on a 2 problèmes avec la nature. Un problème de ressources. Alors aujourd'hui, c'est l'inquiétude sur la disponibilité des métaux rares, les métaux de la transition, le cuivre, le cobalt, les terres rares, etc. Donc on a un problème de ressources, on tire trop sur les sols, sur les ressources halieutiques, sur les métaux. Pas sur l'énergie, parce qu'on tire trop pour d'autres raisons, à cause des déchets, justement. Donc, en amont, un problème de ressources, et en aval, un problème de déchets. Et ce n'est pas seulement le CO2 qui est un déchet, c'est les déchets plastiques, c'est les déchets phytosanitaires, les engrais,
tout ce qu'on déverse dans la nature. Moi, je pense que très clairement, nous avons un problème de déchets, de poubelles. Nous excédons, nous passons les seuils où la nature est capable de recycler elle-même ce que nous rejetons dedans. Nous sommes très au-delà de ces seuils, et ça a pour effet de détruire des cycles naturels, de perturber des cycles physico-chimiques, beaucoup plus qu'un problème de ressources. Autrement dit, du cuivre, on en trouvera toujours assez. Ça coûtera plus cher, parce qu'en plus, il faudra que les mines de cuivre soient environnementalement plus soutenables. Il faudra réhabiliter les terrains miniers, enfin bon, mais tout ça est maîtrisable. En revanche, les déchets, oui, ça c'est un véritable problème. Donc c'est ça la priorité. L'effet de serre en fait partie, mais j'insiste, pas seulement. J'en profite pour souligner que c'est dans le climat d'éco-anxiété, voire de la tendance millénariste dans laquelle nous vivons, c'est un point de vue qui fait du bien d'entendre de temps en temps. Et effectivement, vous l'avez dit également, avec ces horizons qui sont aussi des horizons tout à fait calculés, scientifiques, rationnels, de diminution croissante aussi de la demande, le jeu de l'ajustement par l'offre. En effet, il est possible de pouvoir attendre quelque chose. Juste pour terminer ce moment de l'échange, on en avait discuté quand on s'était rencontrés la première fois. Je voudrais revenir dessus parce que quand je vous entends, quand je vois même le titre de votre ouvrage, ou alors son sujet, cette idée d'atomes qui tournent un peu sur eux-mêmes dans une sorte, enfin le risque d'atomes qui tournent sur eux-mêmes dans une existence un peu vaine, je ne peux pas m'empêcher et vos références aussi que vous faites à Rawls ou à Amartya Sen, je ne peux pas m'empêcher de dire que on est quand même toujours très proche de la science politique, mais qu'on n'y rentre jamais avec vous. Et est-ce que c'est quelque chose qui est volontaire? Est-ce que vous avez préféré vous tenir à une approche effectivement plus économètre et d'ingénierie pour cet ouvrage? Oui, économètre, il n'y a pas beaucoup d'économétrie. Il y a beaucoup de chiffres, mais il n'y a pas beaucoup d'économétrie dans ce livre. La science politique, bon, le scénario du pain et des jeux est évidemment un scénario politique, j'ai insisté. À partir du moment où je m'interroge sur les inégalités, j'ai besoin d'un critère de justice. Et vous l'avez dit, je m'inspire d'Amartya Sen. J'aurais pu m'inspirer de John Rawls ou des libertariens. Donc là, ce n'est pas directement la science politique, mais c'est la philosophie morale et politique. Voilà, je ne vais pas au-delà, en particulier parce que je discute des conditions étatiques pour réaliser le plan que je propose. Ça, c'est de l'économie politique, mais pas des conditions politiques. Parce que sur cette question, je suis, comme tout un chacun, un citoyen comme les autres, et pour ma part, je constate que les conditions politiques ne sont pas du tout réunies pour réunir les conditions étatiques qui nous permettraient de faire ce que j'ai dit. Donc on va affronter des périodes difficiles. C'est vrai que, assez fondamentalement, vous êtes quelqu'un d'assez gentil, ça se sent. Pour éviter le problème, effectivement, et que vous avez souligné des impacts physiologiques aussi que peut avoir un usage un peu débridé du numérique, etc. La voie vers laquelle on est en train de partir à l'heure actuelle, c'est quand même très largement plutôt celle de l'interdiction. En tout cas, c'est une tentation. Il y a une tentation autoritaire en ce moment autour des usages du numérique. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? La seule chose à interdire, c'est ce qui peut produire des dégâts cognitifs chez les enfants ou les adolescents. Ou même, pourquoi pas, chez les adultes. Mais normalement, les adultes sont formés. Un adulte qui tombe dans une addiction au porno, par exemple, il peut s'en libérer. C'est comme le tabac. Avec de la volonté et la conviction qu'il faut s'en libérer, on s'en libère. Alors, un enfant qui
qui ne sait pas vraiment lire et écrire parce qu'il a passé son temps à lire et écrire sur les écrans, c'est plus embêtant. Voilà. Mais au-delà de ça, je l'ai dit, j'ai tendance à prendre acte de ce qu'après mai 68, on s'est orienté en Occident, dans les pays riches, hein, vers des sociétés de plus en plus individualistes, avec des gens qui adoptent des identités multiples, passent d'une identité à l'autre. Une forme de l'identification, c'est le complotisme, hein, c'est s'identifier à un groupe qui partage un certain nombre d'idées. Et ça, c'est assez irréversible. On peut toujours en penser ce qu'on veut, on peut préférer les sociétés holistes, avec des surmoi religieux ou sociaux. Mais si vous faites cette hypothèse, bon, encore une fois, le seul critère, c'est qu'est-ce qui est irréversible dans cette affaire. Parce que s'il apparaît que certains usages du web par les utilisateurs ou certaines pratiques des plateformes sont néfastes aux utilisateurs, ben, ça relève de la réglementation de la consommation, sauf que ce n'est pas de la consommation de choses produites par les entreprises, c'est de l'autoconsommation, le web. Bon. Donc, réglementons dans la mesure où les corps politiques décident qu'il faut plus modérer les plateformes s'agissant des insultes, des fake news, etc. Encore une fois, on va mettre un gendarme derrière chacun, donc il faut compter aussi sur la société des internautes elles-mêmes pour s'organiser. Et puis les réglementations, soyons-en convaincus, courent toujours derrière l'innovation et doivent être adaptées à l'innovation sans l'étouffer. Voilà ce qu'on peut dire de banal et de très général. Mais contrairement à ce qui se passe dans le domaine de la nature, si vous voulez, il n'y a rien de gravissime là-dedans parce que c'est réversible. Voilà. Donc je suis, en vérité, je ne suis pas très inquiet. Peut-être parce que je suis gentil, c'est-à-dire que je pense que les gens gentils vont être capables même de s'autodiscipliner, de participer à une autodiscipline, de donner l'exemple. Mais bon, ce serait aussi idiot de s'opposer à ça brutalement voilà, que ça aurait été idiot de s'opposer à l'imprimerie, à sa diffusion très très large. C'est pour ça que quand est apparue l'intelligence artificielle générative, certains ont dit « Oh là là, il faut arrêter tout de suite, faire une pause, faire une réflexion », mais c'est simplement qu'ils étaient un peu en retard hein, par rapport aux autres. Donc tout ça, c'est ridicule. Il faut les laisser travailler, faire des innovations, chercher comment ils peuvent faire de l'argent avec ça, voir ce que ça donne et réglementer si nécessaire. Oh, par contre, il y a quelque chose qui est un peu moins agréable, c'est effectivement votre scénario dystopique. Alors, je voudrais bien que vous disiez quelques mots à nos auditeurs du parallèle que vous faites entre la structuration de la société romaine et de la possible société vers laquelle on se projette, dans laquelle on retrouve tout ce qui manque. Il ne reste plus qu'à trouver le Caligula moderne et puis on sera complet. Et après donc ce lien entre la société romaine et puis société contemporaine, il y a une question très ouverte que je me pose, c'est est-ce que par contre ce plan que vous souhaitez que vous appelez de vos voeux, est-ce qu'il n'y a pas quand même une limite qui est celui, à nouveau politique, de la compétition internationale, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au bout d'un moment, on pourrait avoir des bouts de développement dystopique dans certaines sociétés, alors que d'autres seraient partis vers, effectivement, plus des sociétés du care, du bien-être, etc. Enfin, c'est une question ouverte. Mais en commençant par la société romaine. Bon, alors, la comparaison avec, disons, la Rome du 1er siècle, après Jésus-Christ,
est une métaphore. Bon, mais tout de même, hein, donc sous Marc Aurèle, qui par ailleurs n'était pas du tout Caligula, un philosophe empereur, un empereur philosophe, l'empereur offrait à la plèbe romaine 200 jours de cirque et d'hippodrome par an, 200. Et s'assurait que toute la plèbe romane, inactive, en tout cas celle qui habitait à Rome, il y avait des plébéiens romains actifs encore dans l'agriculture à l'époque, mais enfin ça c'était une plèbe largement inactive, elle lui procurait du pain, pour pas qu'il y ait de révolte. Bon, alors comme je l'ai dit, on va vers des sociétés où, d'une part, il va y avoir de plus en plus de gens économiquement inutiles, donc il faudra leur donner du pain, et à tout le monde, il faudra donner des jeux, ce dont les plateformes se chargent, mais aussi l'État. Quand l'État dépense pour organiser les Jeux olympiques, c'est l'État qui, pas seulement, mais qui contribue à produire des jeux. Voilà, donc c'est une comparaison qui s'arrête là. Dans l'Empire romain, c'était les esclaves qui travaillaient. Nous, non, c'est une partie des gens eux-mêmes, et dans les soutes de la société, ce n'est pas les esclaves, c'est les immigrés sans papier, qui sont contraints à des conditions de travail évidemment beaucoup moins bonnes. Bon. Mais en revanche, si vous prenez par exemple les jeux, il y a encore de la marge de progression. J'ai trouvé un article qui essaye d'évaluer les revenus du conducteur de char. C'était les sportifs les mieux payés dans la Rome antique, qui a été le plus célèbre et le mieux payé sous l'Empire. Il gagnait énormément plus que Ronaldo, qui est le footballeur qui a été le mieux payé jusqu'ici, milliardaire maintenant. Il était d'ailleurs portugais, comme lui, voilà, et esclave. Il était né esclave. Donc vous voyez cette dimension importante du jeu qui est le spectacle sportif. Il y a encore de capacités d'extension très importantes, si on file cette métaphore. Moi, je pense qu'il y en a assez du spectacle du jeu. Je trouve que les JO, c'est totalement redondant avec les mondiaux. D'ailleurs, pour les 3 sports préférés des Français en tant que spectacle, qui sont le football, le cyclisme et le tennis, la compétition majeure n'est pas les JO. C'est la Coupe du Monde ou la Coupe de la Ligue des Champions, la CAN, Roland-Garros, Tour de France, mais ce n'est pas les JO. Les JO sont largement redondants et Le Monde m'a demandé un article là-dessus qui paraîtra le 13 juillet, je crois. Je pense qu'il faut supprimer les JO, garder les mondiaux et les numériser de plus en plus. Que les gens regardent les mondiaux ou le Tour de France dans des écrans dans un bar ou même des écrans un peu plus grands avec un fan club, etc. Ça évite les dégâts environnementaux de ces grands rassemblements. Mais les JO, c'est absurde aujourd'hui. Redondant, polluant. On n'a plus besoin de produire beaucoup plus de jeux. Franchement, les plateformes s'en chargent, il faut les réglementer. Mais l'État devrait plutôt se consacrer au pain produit de façon soutenable. Et donc les évolutions différenciées entre les pays? Ah oui, alors oui, bien sûr. Non, mais pour pouvoir faire ça, il faut un État puissant. C'est-à-dire un État capable de s'abstraire de la contrainte de la compétition extérieure. Aujourd'hui, et ce sera encore plus le cas demain si la France s'isole en Europe, on ne peut pas augmenter le SMIC à cause de la compétitivité des entreprises. On ne peut pas imposer de normes aux agriculteurs à cause de la compétitivité des autres agriculteurs. De manière générale, on ne peut pas appliquer des contraintes environnementales à des gens qui n'arrivent pas à
les fins de mois, etc. On ne peut rien faire, en fait. Je ne parle même pas des capitaux. Il ne s'agit pas de taxer les grandes fortunes. Les capitaux mobiliers se tirent. En revanche, une Europe qui est quand même qui est toujours le premier marché mondial. J'ajoute qu'un État seul ne peut pas dire aux constructeurs chinois « vous venez produire chez nous ». Alors que l'Europe peut dire à ça, comme le disent les États-Unis, c'est un marché suffisant. On peut dire aux producteurs chinois « si vous voulez vendre en Europe, vous venez produire en partie en Europe ». Voilà. Je suis très pour ce que j'appelle le mercantilisme stratégique. Constructeur de voitures électriques chinoises, l'Europe c'est 30% du marché mondial, vous venez produire 30% de la valeur ajoutée du véhicule en Europe. Vous choisissez soit l'assemblage final, soit les pièces, peu importe, 30%. Voilà. Et puis ça ne se discute pas. Alors ensuite, évidemment, il se mettra où il veut en Europe. En l'occurrence, il ira en Hongrie, où les salaires sont plus faibles qu'en France. Mais bon, si la France dit ça, personne ne viendra, parce que c'est un marché trop petit. Donc, l'Europe est le marché pertinent et la puissance étatique pertinente. Mais ça ne suffira même pas. Par exemple, regardez aujourd'hui les discussions qui commencent sur la taxation des plus hauts revenus, vraiment. C'est comme la taxation des entreprises multinationales. Il faut forcément que ce soit quelque chose comme un accord mondial, au moins sur un minimum. Donc, je suis bien conscient ce sont des conditions très fortes, mais si on ne les réunit pas, on est impuissant. Donc, à ce moment-là, on se laisse aller au fil de l'eau et on n'affronte pas les défis qu'on doit affronter. Donc, c'est en ça qu'on peut considérer que ce que je dis est un peu, disons, utopique ou enjambe une étape qu'il faut franchir, qui est de se donner les conditions politiques de tout ça. Nous avons une question. Je vais parler fort. Pierre Noël, par comparaison, un empereur romain était-il plus puissant qu'un dirigeant européen d'aujourd'hui? Oui, puis il était sans doute plus puissant, il était très riche, hein, il avait de quoi distribuer du vin et du pain à la population. Et puis la population dont il s'agit, hein, qui bénéficiait du pain et des jeux, était quand même relativement restreinte. Hein. C'était la plèbe romaine, c'était pas tout l'Empire. Bon, il y avait les esclaves qui travaillaient, et puis il y avait des citoyens romains ou des pays conquis qui travaillaient comme paysans et artisans. Donc, voilà. Mais en tout cas, il faut que, malgré tout, que le gouvernement des pays européens soit plus fort qu'il n'est aujourd'hui. Ça, c'est absolument clair. Eh bien, Pierre Noël, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et puis donc, du pain et des jeux chez Odile Jacob. Merci. Merci à vous. Merci d'être venu.